C'est en voisin que je rends visite aux ateliers de Louis situés rue Pasteur afin de vous présenter l'exposition photo de Gaëtan Palmieri. Depuis 2014, les ateliers de Louis hébergent artisans, créateurs et artistes afin de mutualiser leurs compétences. Ils sont tous originaires de la région de Brest. Je suis précisément dans la boutique des ateliers, sous l'enseigne Les Mordus. Ce magasin regorge de créations originales. Gaëtan Palmieri, lui, nous présente ses photographies noir et blanc du monde arabe, un monde bien loin des clichés rétrécis liés à l'actualité. C'est un photographe voyageur, son regard est du côté de la beauté. Cette série photo noir et blanc prise au Maroc et au Liban témoigne de la curiosité des lieux. Dans cette émission, vous retrouverez Anaïk au rayon policier de la librairie Dialogue. Vous pourrez également écouter Adrien Bosc et Catherine Poulain. Adrien Bosc vient de publier son second roman. Il s'intitule Capitaine et est publié aux éditions Stock. Comme pour son précédent roman, Constellation, Capitaine se déroule en 1941. C'est un roman richement documenté qui raconte l'histoire de ces intellectuels qui ont fui la France de Pétain afin de rejoindre les États-Unis. Retrouvons-le au micro d'Élise. Bonsoir Adrien Bosc et Bonsoir. Merci de votre venue à la librairie Dialogue ce soir. Alors vous venez aujourd'hui nous présenter Capitaine, votre second roman qui vient de paraître aux éditions Stock. Alors dans un premier temps, est-ce que vous pourriez nous raconter comment est-ce qu'il est né ce roman? C'est en cherchant à propos du Marseille des années 40, de ce moment du siècle où Marseille, malgré elle, se retrouve une sorte de ville comme ça, refuge, que cette histoire m'est apparue puisque nombre de ces réfugiés du phalanstère se sont retrouvés sur ce bateau. Et j'en avais déjà entendu parler, ça et là, dans Triste Tropique, dans d'autres livres, mais jamais une histoire pleine, si vous voulez. Et c'est en regardant dans un livre une photographie du pont de ce bateau, où on retrouve certains des personnages, dont Victor Serge, par exemple, que j'ai eu le souhait d'aller au-delà de l'image, de raconter ce point aveugle que représente la traversée. On sait quand ils partent, on sait quand ils arrivent, mais que se passe-t-il pendant ce moment qui est assez peu documenté et le roman étant le point aveugle étant le lieu idéal du roman, je m'y suis engouffré à ce moment-là. Alors est-ce que vous pourriez nous raconter en quelques mots comment est-ce qu'elle va s'organiser la vie à bord de ce navire? Étonnamment, la vie, oui, effectivement, s'organise très très vite, comme si on pouvait dessiner un plan de coupe, si vous voulez, où on pourrait répartir ainsi les différentes communautés, s'agrègent et se réunissent en certains points, de sorte qu'assez vite, on parle sur le bateau de différents quartiers. Les quartiers portent les noms de quartiers de Paris. On parle pour le quartier des Espagnols de la Villette, pour celui des exilés allemands de Belleville et pour celui des Nantis, tout proche du pont du Commandant des Champs-Élysées. Mais également, au dernier étage, au pont supérieur, se trouve une table, s'y réunissent les intellectuels du bateau et on a tôt fait de la surnommer Montparnasse. Alors est-ce que vous pourriez nous parler de quelques-unes de ces personnalités qui vont faire la traversée à bord du Capitaine? Les personnalités sont nombreuses, mais lors de la traversée, c'est ça aussi qui est au cœur du roman, pour la plupart, elles sont anonymes. Elles ne sont pas ce que l'histoire a fait d'elles. Et Claude Lévi-Strauss, par exemple, en fait partie. Claude Lévi-Strauss embarque à bord de ce bateau. Il est un jeune intellectuel qui va vers les États-Unis, qui se sait gibier de camp de concentration, tel qu'il l'écrit, tout comme Germaine Krull, la photographe, est quelqu'un dont la renommée, si vous voulez, dans le milieu de la photographie, mais qui se fond dans la foule au point de la photographier et de s'y retrouver. Et Germaine Krull restera comme une des plus grandes photographes de ce qu'on peut appeler une photographie documentaire. Je pourrais en citer d'autres, dont une qui me tient à cœur particulièrement, qui est l'écrivain Anna Seghers. Anna Seghers est déjà une grande écrivain lorsqu'elle l'embarque, et elle embarque avec dans ses valises le manuscrit de la 7e Croix, qui restera l'un des brûlots et l'un des livres les plus importants de la lutte anti-nazie. Alors à la fin, donc, dans le prologue, on vous sent vraiment habité par ces destins, par cette partie de l'histoire. En est-il toujours de même aujourd'hui, quelques temps après l'écriture? Oui, sans doute, on sort difficilement d'une histoire qui est une obsession, lorsqu'elle dure, en tout cas le temps de la recherche, au point qu'effectivement, à l'épilogue, lorsque d'une
d'une absence d'images, qui était celle du préambule, à une abondance d'images, qui est la découverte de photographies de cette traversée in fine, un peu au dernier moment, après l'écriture même du roman. Il m'a été difficile de m'en séparer au point que de ces photographies, par exemple, j'en suis encore en plein dedans, puisque on prépare une exposition de ces photographies pour les montrer enfin à voir, celle de Germaine Krull. Et donc, je m'en dégage difficilement parce que, encore, ce qui a été trouvé à la fin, il s'agit de l'afficher, il s'agit de le montrer. Le second roman de Catherine Poulain s'intitule Le cœur blanc, aux éditions de l'Olivier. Il est à la hauteur du Grand Marin, son précédent roman que nous avions beaucoup apprécié. Catherine Poulain sait parler des gens dont on parle peu. Ce ne sont pas des pêcheurs cette fois-ci, mais des saisonniers que l'on retrouve dans les vignes, dans les champs de lavande, aux prises avec le soleil, la sueur. Retrouvez Catherine Poulain au micro de Marie. Catherine Poulain, bonjour. Bonjour. Nous avons le plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour la parution de votre second roman, Cœur blanc, paru aux éditions de l'Olivier. Vous entraînez le lecteur à la folle poursuite de Rosalinde, une saisonnière qui va de récolte en récolte dans la région de Haute-Provence, travailler jusqu'à l'épuisement, s'enivrer de la vie au soleil ou dans le froid, mais aussi d'alcool et du désir des hommes qui la veulent tous, auxquels elle résiste et cède parfois. Alors pour commencer, est-ce que vous pourriez nous confier ce qui vous a donné envie d'écrire ce roman ? Alors, il y a très longtemps, lorsque j'étais saisonnière, je devais avoir 23 ans, j'ai travaillé dans ce monde de saisonnier pendant longtemps, et j'ai aimé cette vie, j'avais l'impression que j'étais libre. J'étais justement hors norme, nous vivions hors norme. On allait tellement au bout de nos forces, et je me suis demandé parfois, je me suis posé cette question, qu'est-ce qui se passerait si tout d'un coup, ça allait plus loin, tout s'embraser. Cette histoire des gens qui errent et qui n'ont pas de racines, et c'est l'histoire donc de tous les errants depuis le début du monde. Et puis j'ai pensé aux migrations avec ce gros problème, ce gros drame de la migration en ce moment. Et je me dis, on retrouve toujours des parallèles dans l'histoire, parce que c'est l'histoire depuis le début du temps, les exodes. Et j'ai voulu redire aussi que parfois pour survivre, il faut sortir de l'ornière, et pour faire sortir de l'ornière, il faut partir. C'est le seul courage qu'on peut avoir, c'est le plus grand des courages. On suit donc vos personnages qui sont très au contact de la nature, un contact brut, on va dire. Ils vont de champ en champ, de récolte en récolte. Il y a une rivière qui est très présente. Quel rôle la nature joue-t-elle auprès des personnages dans ce roman ? Elle les entoure, comme la montagne, il y a pratiquement un enfermement justement dans cette montagne et sous ce ciel ouvert. La nature n'a rien à faire de nous. On peut se mêler, on peut se donner à fond physiquement, corps et âme, comme fait Mounier avec le soleil. Elle voudrait toujours un paroxysme qu'elle ne peut pas trouver à part un épuisement. Mais elle n'est pas un lieu de liberté. Peut-être que mes personnages, en fait, j'y pense maintenant, ils n'ont plus de combat, et peut-être qu'ils trouvent ce combat avec pas se mesurer à la nature, mais ce travail qui est faire face au froid, lorsque c'est l'hiver, à la chaleur, et donc c'est un combat malgré tout aussi. Et c'est exister, être vivant, se sentir vivant. Ce roman se fait le creuset d'à la fois beaucoup de douceur, de beauté, mais il y a aussi une grande violence qui s'y joue. Est-ce que cette histoire est pour vous une sorte de tragédie, et pourquoi ? Oui, c'est une tragédie. À un certain moment du livre, je sais que j'aurais pu arrêter la tragédie. Et je me suis dit que ce serait trop facile. Dans la vie, lorsque les choses sont en marche, on ne peut pas les arrêter. Et dès le début de l'histoire, peut-être qu'on le sent avec ce gant noir ce gant de cuir noir plein de graisse qui est posé dans son combi qui a été dévasté. C'est le signe que quelque chose va arriver. Et nous petits humains là-dedans, qui sommes débordés qui sommes dévorés par le désir et la pulsion. À quel moment est-ce que c'est pour la vie? À quel moment ça devient instant mort? Je ne sais pas. Nous sommes de retour à la librairie Dialogue où nous retrouvons Anaïk au rayon policier. Bonjour Anaïk. Bonjour Delphine. Alors, qu'est-ce que tu vas nous présenter ?
Alors, mon premier coup de cœur est italien, Ilaria Tutti. Il s'agit d'un premier roman aux éditions Robert Laffont dans la collection La Bête Noire, D'accord. sur le toit de l'enfer. La commissaire Teresa Battaglia, qui est une experte en profilage, exerce son métier depuis de nombreuses années, mais la scène de crime sur laquelle elle se rend avec son équipe la glace tout particulièrement en ce matin d'hiver. Un corps est retrouvé, les yeux arrachés. La situation est délicate parce que le commissaire Teresa Battaglia souffre de problèmes de santé. Le suspense est maîtrisé jusqu'aux toutes dernières pages. Merci Anaïk. Est-ce que tu peux passer à ton deuxième coup de cœur? Alors, il s'agit d'une auteure anglaise qui s'appelle Susie Steiner. Le livre s'appelle Présumé disparu. C'est dans la collection Equinox des éditions Les Arènes. Alors, la jeune fille qui est présumée disparue, c'est Edith. C'est la fille d'un chirurgien de la famille royale. Alors, nous allons faire connaissance avec Manon Bradshaw, qui est officier de police. Et ce qui m'a plu dans ce roman, c'est qu'on n'a jamais vu, je pense, de policier aussi humain. On a ce qui se passe en interne auprès de l'équipe d'enquêteurs, c'est ça? Et ça évolue assez lentement et je pense que justement, ce roman est assez crédible. Je pense qu'une enquête se passe plutôt comme cela que comme dans les page-turners qu'on voit habituellement. Ça redonne une crédibilité finalement et une humanité à ces enquêteurs, quoi. Oui, tout à fait. Alors on va passer à ton dernier coup de cœur, qui est un roman en poche. Tout à fait. Nous l'avions eu aux éditions du Masque il y a 2 ans. Et que nous dit l'envers de l'espoir alors? Alors, Mechtilde Bormann est une auteure allemande et nous allons faire connaissance avec une femme ukrainienne qui s'appelle Valentina, qui a connu la catastrophe nucléaire de Tchernobyl il y a une 30aine d'années et qui décide, pour finir ses jours, de revenir s'installer dans la zone d'exclusion, là où il est formellement interdit de vivre, mais c'est là où elle veut finir ses jours. Et elle va tenir un journal destiné à sa fille qui a disparu il y a plusieurs mois. Donc il y a deux parcours en parallèle. D'accord. Et je ne vous dis rien de plus parce que le suspense est De mise. absolument de rigueur. Merci beaucoup Anaïk. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve pour l'émission du mois de décembre. À très bientôt. Bonne lecture.